Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Légende. Émission exceptionnelle aujourd'hui. Notre invité, c'est Didier François, qui est journaliste et reporter de guerre, qui a été enlevé par Daesh, qui a été otage de Daesh pendant plus de 10 mois. Il va nous raconter ça. Ça fait 10 ans maintenant. Il n'a pas beaucoup parlé depuis sa sortie. Il va nous expliquer. Il s'est aussi pris une balle dans la jambe à Gaza. En 2006, il va nous raconter toutes ces histoires de reporter de guerre, son métier. En tout cas, sachez que cette émission est disponible en podcast audio aussi. On est numéro 1 des podcasts audio en France au jour du tournage. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez nous écouter quand vous êtes à vélo, quand vous êtes en train de faire du sport, quand vous êtes dans le lit, quand vous êtes en voiture, dans les transports. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide vraiment sur le référencement. Et c'est parti avec Didier François. Bonjour, je m'appelle Didier François, je suis journaliste. Je vais vous raconter ce que c'est que le métier de correspondant de guerre et ma détention par Daesh. Eh bien, merci Didier. Merci à toi. Je vais te reprendre le clap, content de te recevoir. Ça fait plaisir. Tu vas nous raconter justement ton métier, reporter de guerre, journaliste. Tu as été otage par Daesh pendant une dizaine de mois. Juste première question, on va refaire ta vie, comme toujours, hein, c'est le principe de Légende. Comment ça se fait qu'il y a si peu d'interviews de toi? Je t'ai pas vu raconter ton histoire. D'habitude, c'est moi qui pose les questions. En fait, je suis journaliste, effectivement. Donc, j'ai quand même plus l'habitude de m'occuper de l'information, de transmettre de l'information, qu'être l'information. Donc, voilà, c'est pas l'interview et pas un exercice que j'affectionne outre mesure. C'est vrai, bah, merci d'être là alors. Avec plaisir. Ça fait 10 ans à peu près, et j'ai vu juste le moment où tu arrives sur le tarmac avec François Hollande, où tu parles de ça, très rapidement, comme voilà. Tu l'as fait, et après, rapidement sur Europe 1 aussi, une interview assez courte finalement. Tu vas nous raconter tout ça après, mais il n'y a que ces deux petits moments, on te voit assez peu expliquer finalement, donc je te remercie d'être là. Pour expliquer ton métier, ta vie, ton parcours. Nous, ce qu'on aime bien, c'est comprendre l'humain, comment il en est arrivé là, pourquoi tu t'es retrouvé sur des zones de guerre, comment tu t'es retrouvé à faire ce métier. Est-ce que c'est une passion? Tu vas nous expliquer ça. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Plus qu'un métier, en fait. Alors, est-ce que ça vient du fait, on va reprendre ta vie, mais tu es fils de militaire? Oui, exact. Pas que de militaire, mon père était militaire, mais ma mère était orthophoniste. Oui, c'est ça. Mais donc, tu as quand même un des deux qui était militaire. C'est surtout qu'on dit, je suis issu d'une famille qui a toujours été élevée et qui a vécu à l'étranger. Mes parents eux-mêmes, déjà, se sont rencontrés au lycée à Madagascar. Ah ouais, moi, j'ai fait quasiment tout mon primaire en Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, un peu à Tahiti. Et puis, voilà, je suis rentré ensuite pour préparer mon bac et ma fac en France, mais j'ai vécu l'essentiel de ma jeunesse à l'étranger. T'as grandi dans combien de pays? Algérie, Cameroun, Congo, Maroc. Voilà. Enfin, on ne devrait peut-être pas rentrer dans tous les pays. Oui, t'en as fait beaucoup. Est-ce que t'as pensé à devenir militaire avant de partir en journalisme? Alors, en fait, non. Enfin, c'est pas que j'ai pensé. C'est quand j'étais gamin au lycée, vers l'âge de 11 ans, en fait, on m'avait présenté deux options. C'était rentrer au lycée, au Prytanée militaire de la Flèche en France. Et finalement, je suis parti au lycée au Cameroun ou au petit séminaire. Pareil. Et finalement, non, je préférais continuer mes études normalement. Et donc, non, je n'ai pas fait militaire. Tu t'es pas posé... C'était pas une option. C'était une option, en fait, puisque, comme tout enfant, fils dans une famille plutôt liée à l'armée, c'était évidemment une des options qui vous est proposée assez naturellement. Mais, en fait, non, c'est pas ce que j'avais envie de faire, en tout cas, pas à 11 ans. Et donc, je me suis orienté vers autre chose, et puis finalement, voilà, la vie étant ce qu'elle est... Parce qu'en fait, tu fais une partie de tes études en France, j'avais noté pour refaire un peu ton parcours précisément, tu passes ton bac, prépa philo, licence d'histoire, DE en stratégie et relations internationales. Oui. Comment tu passes de tout ça au journalisme? Comment tu bascules? Alors, tu fais plein d'études. Oui, alors déjà, plein de choses. D'abord, parce que, les études me passionnaient. Ok, étudier te passionnait? Oui, en fait, et puis j'ai fait que des sujets que j'aimais. Je trouve que l'histoire, c'est fondamental. La philo, ça aide à réfléchir, quel que soit le sujet. La géographie, ça me permet de comprendre dans quel monde on vit. Et la stratégie, voilà, j'avais envie de comprendre le monde. J'ai commencé, d'ailleurs, mon premier métier, ça a été assistant de recherche dans un institut stratégique. Mais, en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'à 23 ans, honnêtement, écrire voilà, des sommes un peu sérieuses sur des sujets que finalement je maîtrisais quand même franchement peu, il faut dire ce qui est, même si j'avais une approche beaucoup trop théorique et c'était pas ce que je cherchais. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible, en fait, il faut que tu ailles comprendre sur le terrain. Et je me demandais bien ce que je pourrais faire. Alors il se trouve que par ailleurs,
j'étais assez actif dans le syndicalisme étudiant. Politisé ou pas? Très politisé à l'époque. Très politisé? Oui, assez Politisé jeune. quoi? Très extrême gauche. Très extrême gauche. Je suis de ma génération, donc les années 70, honnêtement, c'était quand même assez... c'était pas ultra original. Franchement. J'avais aussi les cheveux longs, enfin voilà. Ah c'est vrai, évidemment. Si je récupère une photo, je vous la mettrai. Si je récupère une photo volée... Non, normalement, elles ont été détruites. Tout se passe bien. T'as détruit toutes les preuves. C'est ça. Non, mais il y en a. À commencer par celle de mon permis de conduire. Ah, mais... Ça, c'est vraiment un marqueur du temps, le permis de conduire. Ah, c'est une tuerie. Ah, c'est une preuve. Il faut toujours le mettre sous clé. C'est indispensable. Et donc, voilà. Donc, en fait, et il se trouve que j'ai eu une opportunité dans un journal qui était en train de bouger, qui s'appelait Le Matin de Paris. À l'époque, c'est un quotidien, qui était un des plus grands quotidiens en France, et qui cherchait justement un jeune journaliste, ou apprenti journaliste en tout cas, qui ait envie d'aller sur le terrain et de faire du reportage, et qui connaissait un peu les questions de défense. Et c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, j'ai commencé au Matin de Paris, embauché par Max Gallo, qui était à l'époque son directeur. C'est en septembre 86, première conférence de presse, pour resituer un petit peu. Conférence de rédaction, oui. Et tu pars au Tchad en 86 aussi. C'est ça. ton premier reportage. Comment tu te retrouves? Ils te disent, tiens, tu pars au Tchad demain. Comment ça se passe? En fait, comme tout dans ma vie, c'est une succession de coups de bol. Ah, c'est vrai? Oui, honnêtement. C'est un coup de bol, tu vois, c'est intéressant ça ce que tu dis. C'est un coup de bol de partir sur une zone de guerre. Alors qu'il y a plein de gens qui voudraient justement ne pas y aller. En fait, franchement, je savais rien faire. Parce que j'avais fait plein d'études, mais j'avais pas de de compétences particulières. Ouais. Donc oui, c'est un coup de bol que... Alors en fait, moi, comme je suivais justement ces affaires, c'était à l'époque où il y avait ce conflit entre le Tchad et la Libye, et où la France était très impliquée. Donc je savais qu'il y avait une intervention française qui était en préparation. Donc j'en parle en conférence de rédaction. Et en pensant que ça allait quelqu'un de plus capé que moi, plus ancien, plus expérimenté qui allait être envoyé. Et il se trouve que non, pas du tout. À la conférence de rédaction, ils me disent tu pars. Évidemment, c'est à la fois une chance et à la fois ouf, un petit peu. Voilà, vous avez quand même un peu l'impression d'être dans l'ascenseur qui rate un étage, parce que on se dit oulala, celle-là, il va falloir quand même y aller. Est-ce que c'est dangereux vraiment d'être envoyé pour un reporter? C'est pas tellement le problème d'être dangereux en fait, c'est que je savais pas si j'étais capable de le faire. Enfin, l'enjeu est quand même vachement important. Vous allez être en fait le journaliste qui va aller sur un gros truc quand même. Enfin, en plus, j'étais jeune, j'avais 26 ans, je me disais, oulala, on me donnait en fait une responsabilité qui c'était ça qui me foutait. Oui, c'était un costume un peu. En fait, voilà, c'était ce qui me foutait la trouille, c'était ça, honnêtement. Alors à l'époque, en plus, il fallait voir ce que c'était, parce qu'on partait, on prenait une machine à écrire. Je rappelle qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Non, mais alors ça, c'est fou. Ah oui, en 86, voilà, on n'avait pas de portable. Tu pars avec une vraie machine à écrire. Avec une machine à écrire, ouais. Donc on la mettait dans une espèce de petite boîte. Coffret, là, ouais. Voilà, un coffret à machine à écrire. Et on mettait dedans, à l'intérieur du même coffret, des feuilles de papier, puisque c'est ce qu'on appelait des feuillets. Parce que quand on écrivait nos papiers, à l'époque, chaque feuille devait faire 1500 signes. Okay. Ouais, c'était le calibrage des papiers. C'est comme sur Twitter, t'as un nombre de caractères. Voilà, exactement. En fait. C'est un tout petit poil plus long que Twitter. Mais en fait, c'était ça. Et après, on partait. Mais en plus, on n'avait pas de portable, il n'y avait pas de satellite, il n'y avait rien du tout. Personne ne savait où on était. On partait faire une bataille. Donc là, c'était à Wadi Doum, qui avait été la reprise de la grande base libyenne par les Tchadiens. Étonnamment d'ailleurs, sur place. Alors donc, il fallait partir avec l'armée tchadienne à travers le désert. Ça prenait des jours et des jours d'aller là-bas. Voilà. Mais tu pars combien de temps? On a du mal à imaginer. On partait entre 3 semaines et 1 mois. Ouais. Quand on allait en Afghanistan pour aller faire la bataille de Jalalabad, il fallait aller à Peshawar. De Peshawar, il fallait trouver les contacts qui nous faisaient traverser la frontière par la Khyber Pass en douce. Après, on marchait avec les gars jusqu'à la bataille. On voyait la bataille, on revenait. Là, après, c'était pareil au Tchad. Quand on fait tout ça avec eux, quand on rentre, on écrit, on se met dans notre petite chambre d'hôtel avec notre petite machine à écrire là, et on fait nos feuillets. Après, on va se faire enfermer dans la poste centrale de Djamena, parce que il faut transformer les feuillets qu'on a écrits en bande, parce qu'à l'époque, on transmettait avec des téléx. Je vous mets une photo d'un téléx. C'est comme un ordinateur. C'est une sorte c'est un ancêtre de l'ordinateur. Il n'y avait pas de mémoire, il n'y avait rien. C'était tout mécanique. Mais en fait, on est d'accord, c'est bien ça en photo. C'est ça, le téléx. Tiens, je vous la mets à l'écran, ça, vous voyez. En fait, c'est une machine à écrire électrique qui sort des petites bandes avec des trous. Oui, qu'on voit là, ok. Ensuite, les trous, on les passe. Et donc, ça envoie des Paris, signaux à Paris. À Paris. Et à la fin, il y avait une petite touche
qui faisait gling, 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 pour essayer de réveiller les gars qui... C'est vrai ? Oui, bien sûr, qui étaient de l'autre côté de la machine à Paris, et qui, eux, attendaient que nos papiers arrivent, et qui, de temps en temps, avaient quand même tendance à piquer un roupillon, parce que... Et donc, nous, on voulait absolument qu'ils nous répondent pour être sûr que le truc était bien passé, parce que ça coupait régulièrement, donc il fallait reprendre à quel endroit ça coupait, etc. C'était l'enfer. Bon, enfin, l'enfer. En même temps, il y avait 2 avantages à ça, honnêtement. Le temps pour comprendre. Parce que quand vous faites un papier pendant... vous avez entre 3 semaines et 1 mois pour accompagner les gens, discuter avec eux, avoir des sources, commencer à quand même un peu à comprendre mieux l'affaire que 48 heures, ce qu'on appelle aujourd'hui le fameux planté de drapeau, là, où on arrive en reportage, on sort de l'avion, vous interviewez le chauffeur de taxi et vous filmez 3 barrages dans la rue avant d'arriver à l'hôtel. C'est pas tout à fait la même chose. Donc là, c'est pas le même métier, quoi. Bah, c'est surtout... le métier est le même, mais les conditions de le faire n'est pas pareil. On était, à cette époque-là, vraiment dans un métier, au sens où c'était de l'artisanat, quasiment. On est devenu dans les années 91-92, avec l'apparition des valises satellitaires et de CNN, la guerre du Golfe. On est passé à une profession, vous voyez, où on peut en direct voir... Envoyer de l'info. Voilà, enfin, voilà, où vous avez le gars sur le toit de l'hôtel à Bagdad, j'y étais, hein, mais c'est pas un reproche, mais on est... Et on voit les traçants qui passent en vert derrière, etc. Donc les gens voient la guerre en direct à ce moment-là. Mais sauf que, en fait, on contrôle quasiment plus ce qu'on envoie, puisqu'on n'a plus le temps. Il faut en permanence fournir. Et avec le satellite, on a en permanence le rédacteur en chef qui vous organise, d'un certain point de vue, dans la mise en place de l'information, comment les choses s'agencent. Alors qu'avant, on faisait... quand on rentrait, on faisait pendant une semaine une double page ou un magazine. Donc on avait à la fois du temps pour comprendre et de l'espace pour expliquer. Quand on a du temps et de l'espace, honnêtement, on est dans d'excellentes conditions de travail. Le temps, vous le savez, puisque vous faites des interviews longues, justement. C'est ça le but du jeu. Parce que c'est important d'avoir le temps. Exactement. Le temps pour comprendre, c'est important. C'est pas la même. Donc en fait, c'est toujours la même chose. Dans toutes les... Parce que la presse et l'information est aussi un enjeu économique. Donc il faut toujours se battre pour le faire du mieux possible. C'est ça aussi la force du grand reporter, c'est qu'on est un peu, effectivement, les danseuses. On est peut-être parfois un peu grognon, on a des caractères un peu rugueux. Ça t'endurcit d'être dans les zones de guerre ? Je sais pas si... Il y a une question de caractère. Je pense que... Alors, honnêtement, en ce qui me concerne, je savais rien faire d'autre et je trouvais que ça, c'était facile à faire. C'est vrai ? Mais c'est une passion, je veux juste comprendre l'humain. Et ça, c'est le but de l'émission. C'est une passion, tu voulais ramener de là, parce que c'est risqué. Tu vas justement le prouver avec ta vie. Oui. Tu t'es pris une balle dans la cuisse à Gaza, tu nous raconteras, tu as failli perdre ta jambe. C'est quand même risqué et tu y retournes. Chaque métier a ses avantages et ses inconvénients. Oui, mais... Voilà. Donc, comme je disais, si vous avez peur des chiens, il ne faut pas faire facteur. Donc ça, c'est sûr qu'il y a des risques. Mais après, ça a d'autres avantages. Honnêtement, c'est un métier qui est génial parce que moi, je voulais comprendre. Moi, enfin, en fait, je me suis toujours posé la question, comment des gens normaux prennent un fusil et se battent ? C'est une vraie question. Enfin, je veux dire, tous les gens qui se battent, c'est pas des monstres. Bien sûr, bien sûr. Au contraire, enfin, je vois même, y compris, par exemple, la résistance, etc. Il y a même des moments où il faut être capable de se battre et de résister. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un de parfaitement normal... Intelligent. Qui sont pas... on n'est pas des anges, mais on n'est pas non plus des diables. Et à un moment ou à un autre, la question de l'engagement va se poser. Parce que dans une guerre, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a quoi ? Il y a un petit pourcentage qui en profite, un petit pourcentage qui l'a fait par idéologie, et puis il y a une grosse partie des gens qui la subissent. Et donc, en fait, c'est ça qui, moi, m'intéressait, d'aller voir comment ça fonctionnait. Voilà, comment ça fonctionnait, pourquoi... Et puis, enfin, je sais pas, il faut quand même rendre compte de ce qui se passe ailleurs. On vit toujours... On a quand même cette chance extraordinaire de vivre dans des pays où on vit bien. Alors certes, il y a des problèmes, certes, c'est pas toujours simple, etc. Mais honnêtement, comparé au reste du monde où les gens vivent avec $1 par jour, dans la misère, la souffrance, sans état de droit, etc., etc. Enfin, honnêtement, c'est quand même intéressant de comprendre qu'est-ce qui fait que, voilà, comment fonctionne le monde. Ouais, on a de la chance d'être là. Ouais. Et pour comprendre, il faut aller voir. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas observer de loin. Et il se trouve que par hasard, donc comme je ne savais pas quoi faire, j'ai fait ça. Et il se trouve que je me suis rendu compte que finalement, ça fonctionnait assez bien pour moi. Je pouvais rester longtemps dans une zone de guerre, passer une frontière, etc. Ne me posait pas vraiment de problème.
Et donc, en fait, ce qui pourrait sembler difficile, puisque c'est certaines personnes qu'on compose, en tout cas pour moi, n'a jamais été une difficulté particulière. Donc, j'ai aucun mérite à le faire. Ça serait plus dur pour moi d'être obligé de me lever tous les matins pour faire le même métier en faisant la même chose. Voilà, donc d'un certain point de vue, c'est par opportunité c'est ça. Et opportunisme presque que je suis devenu. Bah oui, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et tu t'es rendu compte que tu étais bon là-dedans. Et comme là-dedans, en fait, j'étais bon, finalement, ça a fait boule de neige. Et les gars, parce que pendant 38 ans, tu as fait ça après. Voilà. C'est-à-dire que tu n'as pas eu de. Voilà, tu as enchaîné les succès, les reportages. Les succès, restons calmes, mais enfin, je l'ai fait ce truc-là. Tu as fait beaucoup de choses, tu vas nous dire. Qu'est-ce qui t'impressionne en tant que jeune reporter de guerre quand tu arrives là-bas? Qu'est-ce qui t'impressionne le plus au Tchad? Qu'est-ce qui te frappe? Que tu n'imaginais pas? Tu sais, il y a forcément des choses. Oui, déjà, de toute manière, le choc avec le monde réel est toujours plus fort que le romanesque. Honnêtement. Genre, un exemple tout bête. Évidemment, les Tchadiens, étaient durs au mal et durs à la peine. C'est solide. On va dire ça. Rustique et solide. Donc, il y a quand même eu énorme. Ils sont quand même montés à l'assaut d'une base fortifiée avec des appuis d'artillerie, etc., bien défendue dans le désert. Eux, avec des petites Toyota, misant sur la vitesse et le déplacement rapide pour casser une ligne défensive avec des chars, des canons, etc. Ils sont passés. Et ils ont détruit le dispositif. Alors, ils ont réussi à passer à travers la ligne, et ensuite, ils les ont pris à revers. Bon, bref, il y a eu de la casse. Il y a eu, plusieurs centaines de blessés graves. Alors, une partie a pu être évacuée en hélicoptère de manière un peu discrète par les Français, puisque c'était au nord d'une ligne parallèle que les soldats français n'étaient pas censés traverser. En fait, ils sont allés quand même récupérer les blessés les plus lourds. Et tous les autres blessés, y compris des fractures ouvertes par balles, etc., ont été ramenés en Toyota depuis le tout nord du Tchad, à travers l'ensemble du désert, pour redescendre sur Mongo et Djamena, où étaient les hôpitaux de campagne. Mais ça, tu le vois? On était avec eux, puisque... mais attends, tu les accompagnes dans l'assaut? Oui, alors on est un petit peu rentré. On n'est jamais totalement dans la première ligne du combat. Mais oui, on revient avec des blessés, avec tout le matériel qui avait été récupéré sur la base, donc les missiles antiaériens, dont les SAM-6, qui aujourd'hui ont servi à développer ce qui était du matériel soviétique, ont servi à développer les radars du Rafale, le premier hélicoptère soviétique d'assaut, le Mi-24, en parfait état, qui avait été pris sur place. Tout ça a été ramené avec des soldats blessés qui ne... Pour avoir été blessé après, je peux vous dire, je voyais, je sais quelle était la douleur, moi, j'ai pris une balle dans la jambe, une fracture ouverte. Une balle de quoi? Kalachnikov. Une fracture ouverte. Je suis resté 8 heures sans morphine. J'ai douillé, mais grave. Et là, les gars ont fait plusieurs jours avec ces fractures ouvertes. Mais non. Mais bien sûr que c'est hyper risqué, même pour une gangrène. Oui, bien sûr. Tout ça est. Mais donc, en fait, vous apprenez quand même ce que c'est que les vraies difficultés de la vie. Et en fait. Moi, j'ai toujours, que ce soit chez les combattants dans les zones de guerre ou les civils qui la subissent, moi, j'ai découvert la dignité. Alors, des gens qui, avec le dénuement complet, restent d'une extrême dignité. Le courage, la capacité à vouloir tenir, cette résilience des gens dans le malheur et dans la guerre, une solidarité. Quand je suis dans les zones de guerre où il n'y a pas d'hôtel, quand la Tchétchénie, etc., les gens, ils vous logent chez eux. Ils n'ont rien, leurs baraques sont détruites, ils ont perdu des gens de leur famille, ils n'ont rien à manger, ils vous nourrissent, ils vous filent des couvertures pour dormir. C'est quand même une sacrée leçon de choses. Ouais. Et donc, honnêtement, de la même manière que la peur est communicative, je pense que le courage est communicatif et c'est un exemple. Et je dis franchement, ces années-là, j'ai appris le courage grâce à ces gens dans les zones de guerre. Alors, je ne parle même pas des Tchétchènes qui, eux, m'ont vraiment appris... parce que la haute intensité, les bombardements d'artillerie, etc., là, on apprend même à lutter contre la panique. Faut savoir, c'est là que j'ai réalisé ce que me racontait mon grand-père qui avait fait le chemin des Dames et Verdun, et dont je pensais que, en fait, il avait un petit pet au casque, et logiquement, on peut comprendre l'ampleur du traumatisme, honnêtement. C'est vrai. Ça, tu t'en rends compte
Quand tu pars en Tchétchénie, c'est encore différent du Tchad, c'est une guerre différente. Alors, je vais en Tchétchénie donc en 94, où après avoir passé déjà 2 ans en Bosnie, j'étais à Sarajevo. Là, c'était pour Libération, hein, c'est ça? Oui, voilà, tu pars chez Libération en 88. Alors, en fait, en 88, le Matin de Paris ferme. Je rentre dans une agence de presse, ça s'appelle l'Agence Centrale de Presse, où là, je fais pas mal d'Afghanistan, pas mal d'Iran, Irak, etc. Et en 1989, Libération me propose de partir comme correspondant en Afrique du Sud, au moment où Mandela est encore en prison, mais où l'apartheid va basculer. Donc de 89 à 91, je suis correspondant basé à Johannesburg et je fais toute l'Afrique australe. L'Angola, les coups d'État aux Comores avec Bob Denard, le Mozambique et l'Afrique du Sud. Et en 91, je bascule sur l'Union soviétique pendant le putsch. Okay. Je reste 2 ans jusqu'en 92. En 92, un des camarades de Libération, Jean Asfeld, se prend une balle dans la jambe et est amputé à Sarajevo. Un journaliste, du coup. Ouais. Et oui, journaliste de Libé, qui a écrit ce formidable livre qui s'appelle L'ère de la guerre et qui a depuis fait beaucoup de bouquins sur le Rwanda aussi, sur le génocide, qui sont absolument formidables. Et donc je vais le remplacer, puisque malheureusement, il est évacué. Et jusqu'en 94, je suis à Sarajevo, enfin en Bosnie, et là, en 94, commence la Tchétchénie, et je bascule là-bas. Et donc je pensais, après, j'étais un peu mariole, donc je pensais qu'après la Bosnie, voilà, on ne la faisait pas à moi. Ouais, tu te voyais déjà en vélo de mer? Ouais, je croyais que j'étais super costaud, parce que j'avais eu quelques snipers et des bombardements de... Ce qui est déjà... beaucoup pour la plupart des gens. Des bombardements de mortiers. Bon, et puis un peu de temps en temps un peu de combat en première ligne, etc. Mais quand même, honnêtement, quand j'ai découvert la bataille de Grozny et ce que c'est que les effets d'un bombardement d'artillerie, d'une division d'artillerie avec les lance-roquettes, les 122, les 152, plus les hélicos, plus les avions, etc. Il y a un moment où c'était pendant, où j'étais avec les gens du chef d'état-major tchétchène, qui s'appelle Masradov. On était en train de descendre de la place de la Minoutka le long d'une avenue pour aller essayer de renforcer les gens du palais présidentiel. Que vous êtes pris sous ce barrage permanent d'artillerie. Vous avez beau être dans une cave, les murs tremblent. Vous avez le bruit surtout, c'est ça. En fait, c'est même pas le bruit, c'est la puissance de la terre qui tremble. Vous avez l'impression d'être un fétu de paille. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on n'est rien du tout et que c'est une question de bol. Voilà. Et qu'il y a un moment où il faut prendre la décision de se lever quand même et de marcher. Au début, l'image qui me venait en tête, là, j'étais dans mon petit bunker là, à ramasser tout ce que je pouvais. Il faut lutter contre la panique, dans un premier temps. Toi, au début, tu as peur? Évidemment, oui. Mais j'en chie dans mon froc presque. Enfin, c'est infernal. En fait, on se rend compte qu'on n'est rien du tout. On a l'impression qu'on est recroquevillé, et on a l'impression que son squelette veut se barrer en courant et sortir de son corps. C'est l'enfer. Donc, c'est comme ça que ça marche. Tu regrettes d'être là, à ce moment-là, de faire ce métier et tout? Non, en fait, sur le problème de l'appréhension, la peur, la panique. En général, on a toujours de l'appréhension avant. L'appréhension, c'est parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer, on sait que c'est dangereux, j'y vais pas, puis après c'est son métier, donc on y va. Et en fait, c'est bête comme chou, hein. C'est rare qu'on se jette dans... Mais il y a toujours un espace, on se dit, bon bah ok, je vais rentrer dans cette ville, il y a encore si je peux rentrer, c'est qu'il y a encore un passage. Et puis on reste 2-3 jours, 4 jours, puis on se dit, bah, finalement, le passage, là, il y a 3 passages qui sont fermés, mais il en reste un, donc Puis à la fin, pof, de toute manière, on est dedans. Alors une fois qu'on est dedans, c'est trop tard, ça ne sert plus à rien de se foutre en l'air. Et donc, en fait, petit à petit, on est dans des situations où on est là, on est avec les gens, donc on reste avec les gens. Puis on voit qu'il y a des gens qui restent, de toute manière, il y a des civils qui sont là, il y a des combattants, etc. Donc on reste avec eux. Et puis là, on se dit, bon, bah non, on y est. Donc, une fois qu'on y est... Tu veux plus revenir en arrière? D'abord, on peut plus se barrer, donc l'affaire est réglée. Deuxièmement, ça sert plus à rien d'avoir peur, parce que le problème, en fait, on passe en mode survie. C'est comment je fais pour, justement, m'en sortir. Donc, la question de la peur, de la certain point de vue... Tu arrives à faire ton boulot, quand même? Ah ben, bien sûr, oui. Parce même qu'en fait, mais surtout en pensant... En fait, l'astuce, c'est que le boulot, ça vous permet de penser à autre chose. Alors, d'autant que quand on est en presse écrite ou quoi, on n'a même pas la caméra, etc., pour faire le lien. Donc, il faut faire quelque chose. Bon, souvent, m'occuper des blessés, faire des interviews, le machin, c'est bien. Ça permet de s'occuper et d'être concentré sur... Il y a marqué presse sur toi? T'as les scratchs, là? Des fois, oui, des fois, non. En fait, ça dépend de... Honnêtement, aujourd'hui, avoir presse écrite, malheureusement,
ce n'est plus une sécurité. Ah, c'est vrai? Bon, non, il y a plein de snipers aujourd'hui sur pleine ligne de front qui se tapent les journalistes exprès parce qu'ils savent que ça fait parler. Ah bon? Aujourd'hui, l'information est devenue un enjeu de la guerre. Et la désinformation aussi. C'est la même chose. Ça va avec. Donc, la désinformation, c'est un travail de désinformation qui existe et qui est fait par les différents acteurs, mais le fait de faire parler du conflit, si vous tuez, j'avais vu ça, on a commencé à voir ça assez nettement à Sarajevo, un casque bleu de l'ONU ou un journaliste, vous allez faire parler de vous beaucoup plus que si vous tuez 200, 300, 400 personnes. Prendre l'exemple des otages qui sont des Bosniaques ou des Yougoslaves. Je prends l'exemple typique de ma prise d'otage. Les 19 journalistes et membres des organisations internationales qui ont été pris en otage par Daesh pendant que moi j'ai été pris otage, tout le monde en a parlé. Les vidéos de leurs exécutions en ont parlé. Qui a parlé à ce même titre des milliers de Syriens, d'Irakiens, de Yézidis qui ont été pris en otage et égorgés, etc. Beaucoup moins, proportionnellement. Donc l'impact médiatique et donc les effets qu'espèrent les différents chefs de guerre ou chefs de clans sont bien plus importants. Ils l'ont compris. En fait, les ONG et les journalistes sont devenus, pour ces chefs-là, des enjeux de pouvoir. Souvent dans l'émission, je pose la question sur les échecs, et c'est assez intéressant de voir les échecs à ce niveau-là, au début. Est-ce que tu fais une erreur, comme tout débutant dans une carrière, même pas que les débutants, on fait tous des erreurs toute notre vie, qui aurait pu te coûter cher? Tu vois, est-ce que tu fais trop confiance à quelqu'un, tu le suis, tu te retrouves dans un... Alors, oui et non. Oui, non, mais c'est ultra intéressant, mais parce que, en fait, la vérité, c'est compliqué comme affaire, parce que on sait que c'est une connerie de faire totalement confiance à tout le monde. On n'est pas totalement neuneux non plus. Enfin, je sais pas. Surtout dans ces coins-là où tout le monde est armé et où il y a quand même un petit peu des... Voilà, il y a quand même... En même temps, on n'a pas le choix. Notre métier à nous, c'est de se jeter dans la gueule du loup. Sans armes. C'est-à-dire que là, t'es entouré de mecs armés. Oui, mais attention, parce que le coup de genre... il n'y a que dans les films, il n'y a que dans, je sais pas comment ça s'appelle, 24 heures, machin, ou je sais pas quoi, qu'un gars tout seul avec son petit 9 mm se prend, ou dans Rambo, qu'il détruit des divisions entières, il fait 3 saltos arrière après avoir été touché 4 fois, se met à courir, à faire un sprint, revient et sauve le monde. C'est du cinéma. Ça, voilà, oui, ça n'existe pas. Donc ça sert à rien. Voilà, le combat, c'est collectif. Voilà, les combats, on a une section, il y a des appuis, il y a des aires de feu, etc. Donc tout seul avec son petit pétard à la main, ça va pas changer grand-chose. Et en revanche, ça nous met en danger. Donc c'est inutile, honnêtement. Quand tu pars, on va en reparler après, du coup, suite à la prise d'otage, mais qu'est-ce que tu dis à ta famille proche? Je sais pas si tu es en couple à ce moment-là, pour la Tchétchénie, etc. Mais qu'est-ce que tu dis quand tu pars? Est-ce que tu les préviens ou tu préfères ne pas les prévenir pour pas qu'ils s'inquiètent? Je suis bien obligé de dire à mon épouse que je pars au boulot, quand même. Ah oui, pas comme tout le monde. Excusez-moi. Mais tes parents, par exemple. Mes parents, ils le savent. Ah, c'est vrai? Je suis journaliste. De toute manière, ils vont lire mes papiers, ou vont les écouter à la radio, ou les voir à la télé. Donc, honnêtement... ils peuvent pas. De toute façon, sous les angles. Alors, je peux mettre un gros nez, des machins, et un faux nom pour pas déshonorer ma famille, mais enfin, en vrai, ils vont le savoir de toute façon. Comment ils le vivent, tes parents? Mal. C'est vrai? Non, mais c'est dur pour eux, honnêtement. Quand tu sais que ton fils est là-bas, ouais. En fait, nous, quand on est sur place, on sait ce qui se passe. Donc, au moment où on a peur, puis quand ça s'arrête, ça s'arrête. Et c'est la même chose dans la détention, d'ailleurs. Quand on se prend des coups, on se prend des coups. Quand la torture s'arrête, on le sait. Les gens qui restent derrière, eux, ça cogite en permanence. Ils ne savent pas. Or, à la guerre, et quand on envoie des papiers, souvent, c'est quand même un condensé un peu dense, justement, puisque c'est un condensé, excuse-moi, des choses les plus fortes. Ouais. Ce qu'on envoie très rarement en reportage, et ce qui est pourtant le quotidien de la guerre, c'est les heures d'attente. Parce que qu'est-ce qu'on peut se faire chier parfois? C'est vrai, c'est un métier. On passe son temps à attendre. On passe son temps à se faire fouiller, à faire des accréditations. Étonnamment, il y a quand même beaucoup de temps qui sont passés à attendre, à chercher à bouffer, à trouver du pétrole pour foutre dans son générateur ou dans sa bagnole, à prendre des contacts, à attendre que les mecs décident, qu'ils viennent bien vous prendre avec vous, qu'eux-mêmes passent à l'action, qui eux attendent les munitions, disent venez demain, et puis revenez demain, et puis quand on arrive après c'est trop... Enfin, la guerre, c'est beaucoup d'attentes.
pour très peu. Oui, dans un reportage, tu vois vraiment l'échange. Et voilà, exactement. Comme au cinéma en soi, t'attends beaucoup. Parce qu'honnêtement, sinon, à ce moment-là, les gens iraient eux-mêmes. Nous, on est là quand même pour. Donc, c'est quand même aussi toute la difficulté de ramener aussi de l'information. C'est que l'information, par définition, va aller sur les choses saillantes et rarement sur le temps long, qui est le temps long de la préparation. Voilà. Mais c'est comme, en fait, c'est comme au restaurant. Vous allez rarement voir comment ça se passe dans la cuisine avec le chef. Vous, ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a dans votre assiette. Exactement. Donc, Exactement. C'est comme quand tu regardes un film, tu imagines pas le scénario écrit, sinon c'est que c'est pas un bon film. Exactement. Il y a un autre truc qu'on voit pas dans les reportages, finalement, c'est les cadavres. On les voit très peu. À la télé ou oui, ils le montrent sur peu. Internet, parfois, tu as des images, mais c'est très violent. Est-ce que toi... c'est surtout que c'est gore. En fait, le problème des cadavres, c'est que... c'est un vrai sujet. Hein. Montrer ou pas montrer. D'abord, c'est comme tout. C'est un peu comme on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc on peut tout montrer, mais c'est compliqué parce que ça dépend de comment on le montre et quel est l'objectif réel. Voilà. Le gore pour le gore, c'est affreux. L'autre chose qui est compliquée, c'est que, en fait, voir quelqu'un, un homme, se faire tuer, mais, enfin, rien que le voir, hein, je ne dis pas de tuer. Est-ce que toi, tu l'as vu, ça? Malheureusement, oui. C'est ça la réalité de la guerre. La réalité de la guerre, c'est que ça fait des morts. T'es assez en avant sur le front pour voir ça, c'est ça que je veux dire. Mais même en arrière. Quand regardez aujourd'hui ce que la Russie balance sur l'Ukraine, vous allez dans les villes, ce qui se prend dans les... Enfin, il y a les civils qui meurent. Oui, tu les vois même en arrière. Okay, bien sûr. Enfin, des morts, on en voit dans les guerres, malheureusement, on en voit plein, avec les famines, les machins. Enfin, les morts dans le monde entier, ça c'est un truc qu'on a du mal à voir dans nos sociétés à nous, qui sont des sociétés riches et protectrices, où on voit quasiment plus de morts, y compris dans la famille. Les animaux non plus même. Oui, alors les animaux, n'en parlons même pas. Mais il y a une vraie différence entre l'animal et l'homme sur le cadavre. Il y a une identification. Quand on voit un homme mourir, quel qu'il soit, même si c'est un ennemi, hein, il y a une identification qui fait qu'on ne peut pas ne pas penser sa mort quand on voit la mort d'un autre. Et ça reste marqué, plus que même la blessure, etc. La blessure, la difficulté, etc. sont des traumatismes, comme tout traumatisme, après, sûrement surmontables, mais même la mort. Mais la mort, c'est quand même... Enfin, donner la mort à un être humain est quelque chose, enfin, en tout cas, moi, dans mon expérience, c'est comme ça que je la vois, qui est éminemment... on se voit dans ce geste. Je ne pense pas qu'on puisse... Enfin, c'est pas la même chose c'est pas du tout la même chose qu'un animal, mais, l'identification n'est pas la même. Et c'est pas un geste neutre. Voilà. Il ne peut pas l'être, à part chez les psychopathes. Mais la majorité des gens ne le sont pas, heureusement. Donc, c'est compliqué. Non, jamais. Alors moi, j'ai cette chance-là. D'abord parce que alors moi, j'ai commencé à avoir des morts jeunes, avant même la guerre, parce que justement, j'ai vécu dans des pays où j'ai vu des épidémies, où j'ai vu des révoltes qui avaient été réprimées, etc. Donc c'est pas quelque chose... On a toujours eu un rapport assez rationnel à la mort dans ma famille. Mes parents m'ont parlé de la guerre, etc. Donc j'ai peut-être cette chance-là. En fait, le traumatisme se surmonte toujours. Et surtout, ce qui est difficile, c'est de se prendre la foudre au milieu du champ parce qu'on s'y attend pas. En fait, moi, j'ai toujours eu cette chance de savoir que ce risque existait, et donc c'est intégré. La littérature est importante. Quand vous lisez, par exemple, la détention ou la torture, voilà, vous allez, si vous... Primo Levi décrit parfaitement bien nos grands anciens qui avaient été chopés à Dien Bien Phu et qui ont fait la marche de la mort dans les camps aussi. Voilà, donc en fait, étonnamment, voilà, quand la littérature peut vous aider fortement, parce que l'expérience se transmet aussi par le livre, à appréhender, et c'est pour ça que ce type de témoignage, à mon avis, ont un intérêt, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut les faire, c'est qu'on peut surmonter ces traumatismes. Si on les voit, si on les regarde en face, qu'on ose en parler, si on a des problèmes, on se fait aider, mais sinon, ce sont des choses qui font malheureusement partie de la vie humaine. Ça fait quand même Watts milliards d'années que l'homme se fout des coups de silex sur la tronche, donc je ne pense pas que ça va s'arrêter demain. Ça fait partie des... Il se trouve qu'en Occident et en Europe, on a cette chance depuis d'avoir vécu une parenthèse de paix de 70 à 90 ans. Qui n'arrive jamais. Mais qui, en fait, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, on pense que c'est la règle, mais pas du tout. C'est la règle en Europe,
pendant 70 ans. D'abord, c'est en train de changer, on le voit bien. Et deuxièmement, ce bien-être n'existait qu'en se masquant joyeusement les yeux sur ce qui se passait un peu plus loin. Et encore, quand je dis en Europe, quand on prend la Bosnie en 92... Oui, l'Europe de l'Est un peu. Voilà, l'affaire n'était pas gagnée. Donc en fait, c'est malheureusement des choses qu'il faut réapprendre à connaître et à comprendre et à regarder en face. Si vous ne regardez pas le danger en face, si vous ne regardez pas les risques en face, la violence, la douleur, le rapport de force, là, c'est difficile à assumer. C'est vrai que alors, je ne veux pas faire le vieux réac parce que ce n'est pas du tout mon truc, mais aujourd'hui, on est encore dans des débats, quand on a des débats sur la fessée, et il faut avoir des débats sur la fessée, je n'ai pas de sujet avec ça, je ne suis pas pour frapper les gosses. On a quand même un peu de difficulté à comprendre le degré de violence, de la torture, les massacres, les crimes collectifs. Enfin, l'usage de la violence comme un outil pour imposer sa volonté de manière massive. Après, c'est des questions qu'on se pose là. On a aussi la paix parce qu'on a la dissuasion nucléaire. Et c'est une excellente chose, parce que ça nous a garanti cette paix. Mais c'est depuis qu'il y a la bombe atomique. Oui, mais alors, là aussi, il y a une espèce de chose qu'on se refuse de voir, c'est que la paix par la dissuasion, c'est la crédible de massacrer plusieurs centaines plusieurs millions d'adversaires potentiels. En un bouton. Ouais. Voilà. Donc, et ça, personne ne se pose la question. C'est l'ultime violence, la bombe atomique. En fait, c'est l'ultime violence qu'on n'utilise pas parce qu'elle est tellement justement impensable que... Mais néanmoins, elle se base sur la crédibilité d'un recours à la violence. Donc, c'est pas totalement neutre. Donc, il faut être... Et encore une fois, c'est pas du tout une remise en cause. Je pense que c'est malheureusement une nécessité. Mais il faut être conscient du monde dans lequel on vit, et il faut être conscient de ce que veut dire vouloir défendre et ce que ça implique en termes de choix, d'organisation, d'entraînement, de structuration, que défendre notre société et nos valeurs, parce que justement, elles valent le coup d'être défendues. Mais ça a un prix. Il faut le connaître, et ne pas le connaître, c'est dangereux. C'est quoi, si tu peux donner une vraie anecdote, en donnant un peu de détails sans trop, pour pas non pas être trop choquant, mais quelle est une des images qui t'a le plus marqué? On essaie de toujours se mettre à la place de l'invité. Alors malheureusement, j'en ai quand même pas mal. Tu parles de la mort, là? Oui, bien sûr, une situation réelle. Il y en a plusieurs, mais il y en a une que j'ai raconté à mes proches. Je fais peu, en fait. Je sais. En fait, quand on part, non, mais quand on part, indépendamment, même, ça sert à rien d'inquiéter les gens qu'on aime. Voilà. Donc en fait, moi, je fais mon métier, et souvent, je les embête pas avec ce que je vois sur place. Je leur raconte ce qu'on raconte dans les articles, et pas ce qui s'y passe pour de vrai, parce qu'ils viendraient encore plus dingos. Et les gens que tu aimes, tu les protèges. Et donc c'est le même débat, d'ailleurs, sur qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on montre pas. D'un certain point de vue, on peut protéger nos compatriotes et de l'exposition à des choses qui sont quand même très dures, très désagréables et dangereuses. Mais il y a un moment, je pense qu'il faut quand même leur dire un peu et leur montrer un peu, parce que sinon, ils croient qu'on est dans un monde de bisounours et que tout le monde nous aime. Ce qui n'est pas totalement le cas. Je vais prendre cet exemple bête. C'était à Sarajevo, pas très loin de la route de l'aéroport, sur un des quartiers qui était à l'ouest de la ville. J'accompagnais des casques bleus d'un régiment français qui allait porter de la nourriture à un asile psychiatrique. Et donc, avec des gens qui étaient un peu à l'abandon sur la ligne de front, parce que, voilà, et qui étaient sous le feu. L'hôpital psychiatrique avec les vrais patients, pas pris par des militaires, quoi. Non, c'était un peu étrange, parce que cet hôpital psychiatrique était un peu sur la ligne de front, et donc très difficile d'accès. Donc il y avait les patients qui étaient là, un peu errants. On part avec une section... je crois que c'était le deuxième rep de légionnaires français. Et je discutais avec on fait la distribution d'aide humanitaire. Je discutais avec le lieutenant. On était derrière un véhicule de l'avant blindé, donc un espèce de véhicule blindé. Un VAB. Oui, ça s'appelle un VAB. Une photo. Voilà. Et on discutait là, tranquillou. Et puis, il y avait un vieil homme qui coupait du bois à l'abri d'un mur à côté de nous, mais lui était à l'abri du mur, il coupait son bois, et il y avait sa brouette entre le mur et nous.
sur lequel il mettait ses bûches. Et là, à un moment, il prend les bûches qu'il a coupées pour les mettre dans sa brouette. Nous, on était à côté de la brouette. Et un sniper serbe lui a tiré une balle entre les deux yeux, devant nous, pour montrer que nous, il y avait une demi-heure qu'on discutait là. Il aurait pu nous tuer. Il ne l'a pas fait, mais il a voulu tuer cet homme qui n'y était pour rien, pour nous montrer qu'il était capable de le faire. Et avec voilà, la balle qui rentre, le trou, le sang, etc. Ce vieil homme est mort pour nous faire la démonstration de notre vulnérabilité. Voilà. C'est ça la guerre. C'est un crime de guerre par ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça. Donc voilà. C'est sale. Vous vouliez un exemple, je vous le donne. Oui, bien sûr. Tu nous as dit quand on s'était vu avant, tu m'as dit un truc, tu m'as dit tout le monde peut être un tueur. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde peut faire la guerre. Ça m'a marqué, je sais que je t'en parlerai dans l'émission. Tu en as parlé rapidement tout à l'heure, mais tu disais tu as vu des gens totalement classiques, pas que des militaires sur la guerre. Oui, il y a plusieurs choses en fait, il y a plusieurs mécanismes. Il y a ceux qui utilisent la peur. Il y a les manipulateurs qui font monter les peurs pour t'amener à te battre. La peur est une motivation assez profonde. Si tu as peur que l'autre t'attaque, tu vas avoir tendance à vouloir faire une frappe préventive pour le faire. Donc ça peut être un fort levier. De la même manière que souvent aussi, tu peux te battre pour défendre les tiens. Donc parce que tu as peur qu'ils soient attaqués, donc ça peut être légitime ou illégitime. Mais dans les deux cas, la peur peut être un énorme levier qui te permet d'utiliser la violence. Souvent, au combat aussi, tu vas te rendre compte, certes, il y a du patriotisme, il y a l'amour d'eux, etc. Souvent aussi, il y a la solidarité de ton camarade. Tu te bats d'abord parce que tu veux te sauver toi-même, parce que le mec en face te tire dessus, donc tu tires dessus, parce que c'est lui ou toi. Parce que tu défends le camarade qui est à côté de toi, parce que tu sais qu'il va te défendre. Donc ça, c'est aussi un mécanisme assez fort. Après, tu as le fait de ne pas avoir le choix. Les Ukrainiens, quand ils ont été envahis en février 2022, il a fallu qu'ils se lèvent pour défendre leur pays. Sinon, ou alors ça veut dire qu'on accepte que n'importe quelle personne, ou n'importe quel système totalitaire décide de venir t'imposer sa façon de penser, sa façon de vivre, et que toi, parce que tu as peur pour ton confort, tu vas pas défendre tes valeurs et tes principes. Mais ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on est tous des moutons et que n'importe quel loup peut venir le bouffer. T'as pas l'impression que c'est ça en ce moment ? Alors, on a des patous, ça s'appelle les armées, qui sont là pour protéger les moutons, entre guillemets, hein, je dis pas que les gens sont des moutons. Non, mais dans le sens où chacun, et c'est très naturel et normal, aujourd'hui, va avoir peur de plein de choses, mais va pas le dire, va pas le montrer, va pas le... Alors, faire attention. Il y a des manifestations de temps en temps en France. C'est encore autre chose. Après, c'est normal, il y a du débat démocratique, après ça prend des formes, ce qu'on veut, etc. Et pareil, sur la question des moutons et des loups, c'est une image, il ne faut pas non plus réduire les gens à ce genre de choses, sinon les gens seront plus complexes que ça. Néanmoins, pour rester dans cette espèce de parabole un peu caricaturale, donc aujourd'hui on a une armée professionnelle qui protège nos sociétés des agressions extérieures et qui peut parfois aller le protéger au plus loin pour éviter justement que ça revienne. On l'a vu avec les attentats, etc. Les attentats de Paris faits par les gens de Daesh. C'est une importation d'un conflit ont été rendus possibles par le fait qu'ils aient une base arrière et qu'ils ont pu préparer cette attaque. C'est ce qu'on appelle la violence projetée, la menace projetée. Et donc le fait d'aller détruire cette base arrière a permis de protéger le territoire national des attaques combinées, organisées, complexes, qu'il y avait à cette époque-là. Aujourd'hui, on a de temps en temps des attentats, mais beaucoup plus faits par des individus. Certes, ils sont organisés, je ne crois pas à la question il n'y a pas de loup solitaire, il a fallu qu'ils soient recrutés, etc. Mais on n'a pas d'attaque complexe aujourd'hui, parce que, justement, les bases arrières ont été frappées. Mais ce modèle-là n'existe pas quand c'est l'ensemble de la société qui est en guerre. Il faut bien qu'à ce moment-là, les armées soient renforcées par leur population. Parce qu'on le voit aujourd'hui, par exemple, en Ukraine, la question de la masse est importante. La masse ne suffisant pas, il faut quand même bien prévoir en amont le fait de pouvoir équiper sa population le jour où elle serait
nécessairement appelé à protéger son pays. C'est aussi ça. La différence entre une société et une nation, c'est que dans une société, on vit... voilà. Une nation, c'est aussi qu'on fait corps quand notre société et son mode de fonctionnement est attaqué. Il faut bien passer de l'un à l'autre. Voilà. La société, on peut s'acheter des baskets de marque. La nation, c'est on défend le pourquoi on vit ensemble. Donc, donc ça veut dire que il faut faire des choix. Alors c'est vrai que comme je suis un vieux con, on était une période où il y avait les services nationaux. Le service national faisait que les garçons, pour une grande partie de leur apprenaient un certain nombre de choses. Aujourd'hui, s'ils devaient repasser à une mobilisation, là il y a un petit problème, c'est que il va y avoir une période compliquée qui va être le passage de l'adaptation du rien du tout au combat. Voilà, effectivement, il y aura peu de sas de décompression. Donc, il y a bien la réserve, etc. Mais, donc, en fait, c'est pour ça qu'on est toujours obligé. Je ne suis pas un va-t-en-guerre, je dis pas attention, il faut mobiliser tout le monde, faire des pompes, aller tous tirer le week-end, etc. C'est pas le sujet. Mais il est toujours délicat de ne pas se poser les questions en amont. Parce que sinon, il y a toujours un petit problème d'adaptation. Et le problème d'adaptation, ça se paye avec du sang. C'est ce qu'ont appris tous les pays qui sont rentrés en guerre alors qu'ils ne le voulaient pas. C'est qu'il y a un moment, si on ne s'est pas préparé, on paye plus cher le fait de se défendre parce qu'on ne sait pas le faire et qu'on n'a pas les moyens de le faire. Est-ce qu'on a perdu un patriotisme aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas si on l'a perdu ou pas, mais le fait est qu'il y a toujours au départ, dans une situation difficile pour le pays, une petite partie de la jeunesse et de la moins jeunesse qui réagit et qui entraînera le reste. C'est exactement ce qu'on a vu en 1939, où les premiers résistants ne sont pas très nombreux finalement, parce que justement il y a eu le poids du massacre de 14-18 qui pesait encore très lourd. Mais il y a des jeunes et des moins jeunes qui se sont levés et qui ont refusé. Et qui, alors si on regarde le musée de l'Ordre national de la libération, il y a beaucoup de témoignages de cette nature qui montrent que voilà, ce sont les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Mais encore une fois, c'est toujours important de se poser la question avant. Il ne faut pas être paranoïaque. Il faut vivre sereinement. On ne va pas commencer à regarder sous son lit tous les soirs. La question ne se pose pas en ces termes-là. Mais être conscient que, en fait, la liberté a un coût, que la démocratie est un acquis que nous avons obtenu d'un long combat de nos ancêtres et que nous devons transmettre à nos futures générations. Et que rien n'est jamais acquis, que ça se défend, en fait. Voilà, parce qu'on a tendance à vivre dans des sociétés où on pense que en fait, tout tombe du ciel. Moi, j'ai connu les fermes de nos grands-parents où on avait de l'eau dans le puits. Il n'y avait pas les téléphones. Et voilà. Donc, et tout ça a été construit. Nos sociétés aujourd'hui, le droit de s'exprimer, l'état de droit, etc. Alors, c'est imparfait. Il y a des imperfections. Tout ça est terriblement perfectible. Tout ce que vous voulez. Néanmoins, cette base, ce socle qui fait que nous sommes une nation, et pas n'importe laquelle. La preuve, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui veulent venir vivre chez nous. Mais ça a aussi, tout ce qui, il faut vraiment toujours avoir conscience. Ça a un prix, c'est-à-dire que, en fait, tout droit implique des devoirs. Et c'est comme les choix. Un choix, c'est l'exclusion de quelque chose. Si on choisit ça, on ne va pas là. Et toute notre vie, en fait, on fait des choix. Et le choix est exclusif. Et de la même manière que tout droit, et Dieu sait s'il faut des droits, implique des devoirs, des responsabilités. La solidarité, c'est ça. Ça veut dire qu'on aide ceux qui vont pas bien dans leur phase où c'est pas bien, mais ça ne devient pas n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens remettent au pot derrière, on n'en abuse pas. Voilà. Tout ça, enfin je vous dis mais c'est d'une banalité absolue, ce que je dis là. Oui, non, parce que c'est bien que l'air de rien. Voilà, de toute manière, l'air de rien. Quand on ne sait pas quoi, quand on ne sait pas ce qu'il faut faire, revenir aux fondamentaux, à ce que disait la grand-mère, à ce que disait le grand-père, c'est pas plus con. Je vais te dire un truc tout bête. Ce matin, j'ai pris une douche. Il y a une baisse de pression dans l'eau. Ça ne m'arrive jamais où j'habite, etc. Sur Paris, l'Île-de-France, il y a eu un peu... j'avais quasiment plus d'eau. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est vrai que c'est incroyable, en fait. On a de l'eau
autant qu'on veut, juste en levant un bouton. Bah voilà. Sur toute l'île de France, on peut prendre notre douche en même temps, avec la même pression. C'est fou quand même. Non mais, on a oublié les systèmes qu'il faut pour envoyer l'eau à chaque robinet, etc. à la même pression. C'est incroyable. Rien que ça. On a un petit problème de zapping aujourd'hui. Les choses vont très vite, on a l'impression que c'est naturel. Mais en plus, il y a aussi un petit problème de virtualité. Il faut quand même parfois revenir à la matière. La matière, c'est dur. Alors, pour casser un caillou, il faut lui donner des gros coups de marteau. Grosso modo, c'est pas juste caillou, s'il te plaît. Comme les tunnels dans la montagne, ça s'est pas fait tout seul. Exactement, c'est très con, mais c'est vrai, ça. Il faut jamais oublier ce mais à chaque fois que je roule, genre de truc de base. Chaque mètre, ça a été des... Non mais tu te rends compte, c'est vrai. Mais après, attention. Moi, je suis un peu particulier. On va finir en café du commerce, mais enfin, quand même. Non, mais c'est le principe de l'émission Discute. Juste avant de parler à Gaza de ta blessure et après quand tu as été pris en otage, mais c'est toi qui as fait le slogan « Touche pas à mon pote ». Oui. C'est toi qui l'as inventé. Exact. Qui n'a rien à voir avec l'émission de télé. Hein. C'est « Touche pas à mon pote » et ça a été créé en 1900. Combien tu as créé ? 84. 1984. T'étais à SOS Racisme à l'époque ? On a créé SOS Racisme à ce moment-là. C'est ça. C'est important de comprendre aussi chaque détail. Ça t'a fait quoi que ce slogan soit repris partout à l'époque ? À la fois j'étais content, à la fois, bien sûr que j'étais content, mais surtout ça voulait dire une chose. D'abord, j'ai toujours pensé que la proportion de cons est malheureusement la même partout, et que c'est ça qui nous fout la vie en l'air. C'est-à-dire que, grosso modo, mais ils font partie de la vie. Donc, non, mais c'est idiot. Mais alors après, donc moi honnêtement, je me fous de savoir quelle est l'origine du con qui nous emmerde ou du gars qui pourrit la vie de ses voisins et de sa société. C'est inacceptable, voilà. Quelle que soit son origine. Mais en revanche, encore une fois, une société se fait par l'adhésion à quelque chose. Donc, et que la force de la société française a toujours été ça. C'est qu'elle a, depuis Clovis, on a toujours eu le droit du sol. On n'a pas le droit du sang. On n'est pas un peuple issu du sang en France. On est un peuple qui fait corps parce qu'il défend une histoire, des valeurs et un objectif culturel. C'est compliqué à comprendre. C'est compliqué à saisir. Très simple à expliquer. Mais c'est parfois peu palpable. Enfin, quand on travaille, quand on discute à l'étranger. Donc c'est la République, la laïcité, c'est la promesse de tout faire pour la fraternité et l'égalité. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive, mais c'est cette promesse d'adhérer à un projet commun, voilà, et d'en débattre sur ces bases-là, et donc de respecter les autres et de faire corps à ce projet. Donc voilà, donc j'étais ces valeurs-là, de ce point de vue-là, j'ai jamais bougé d'un iota là-dessus, mais parce que, encore une fois, moi j'ai été élevé à l'étranger, minoritaire. Moi j'étais élevé dans des pays étrangers où j'étais un des rares. C'était toi l'étranger. C'était moi l'étranger. Et pourtant j'ai toujours été profondément français, toujours été porteur de ma culture, que j'adore et que je défendrai jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire que je la trouve supérieure aux autres, mais c'est la mienne. Elle me va très bien. Et je pense que et que peut-être que justement le fait d'avoir été élevé à l'étranger fait que on a un rapport plus charnel avec et plus origine. fort avec son origine que parfois des camarades, des amis qui ont toujours été élevés en France. C'est plus distant pour eux parce que ils n'ont peut-être pas cette petite nostalgie de ce pays qu'on a quand on l'aime et qu'on n'y vit pas. Et comme moi j'ai toujours vécu à l'étranger, encore une fois, je suis parfaitement capable j'adore les autres cultures, je suis très adaptable, il n'y a pas de problème, mais je reste fondamentalement attaché à la mienne. Le 11 septembre 2001, l'attentat à New York, on ne va pas le refaire, le World Trade Center, celui du Pentagone en même temps, etc. Le monde entier voit les images, découvre un peu tout ça, en fait. Pour beaucoup de gens, c'est vraiment la mise à niveau d'un coup. On se dit, waouh, en fait, c'est réel, c'est palpable, c'est visible, etc. Est-ce que toi, ça te change quelque chose dans tes reportages ? Est-ce qu'il y a une bascule aussi ? Alors, il se trouve que j'ai travaillé sur les mouvements islamistes radicaux et djihadistes transnationaux depuis longtemps. Il se trouve qu'en France, on n'a pas attendu le 11 septembre 2001 pour connaître la dangerosité des attaques des islamistes sur le sol national, ou pas que sur le sol national. D'ailleurs, rappelez-vous qu'on a
Marignane, 96, avec la menace du GIA qui voulait quand même cracher son avion sur la tour Montparnasse, et que ça n'a été bloqué que par l'intervention du GIGN à Marseille, et grâce aux renseignements en amont qui avaient permis justement de comprendre quelle était leur intention. Donc, avant de devenir journaliste, c'est marrant, dans mon institut de recherche, déjà en 1983, c'est dire si c'est pas neuf, un des sujets de recherche qu'avait la Fondation pour les études de la défense nationale était les fondements théoriques du terrorisme proche-oriental. Donc là aussi, il y avait quand même, parce qu'on a une proximité géographique avec des pays qui ont été taraudés, pénétrés par l'islamisme radical depuis les années 20, la création des Frères musulmans, Banna en Égypte, Saïd Kopt et toutes ces théories sur le takfir, etc. On est depuis longtemps confronté géographiquement à cette idéologie extrêmement radicale et extrêmement mortifère. Donc, assassinat de Sadat, 79, etc. Donc, en fait, on n'a pas eu de surprise, nous, en 2001. La surprise a été de voir la capacité qu'avait cette organisation Al-Qaïda, qui, pourtant, à l'origine, on l'a vu se construire à partir du Maktab el-Kadimat, le fameux bureau des services d'Abdallah Azzam, qui était basé à Peshawar. J'y suis allé à plusieurs reprises, parce qu'à l'époque du djihad afghan, je passais très fréquemment à Peshawar. Je connais très bien le fils d'Abdallah Azzam. On savait que cette mouvance existait. On n'avait pas pris la mesure de leur capacité, pourtant c'était dans la théorie de Zawahiri, à ce qu'ils appelaient frapper la tête du serpent. La tête du serpent étant les États-Unis, qui étaient le chef de la coalition occidentale, qui aidait les régimes qu'eux voulaient abattre. Et donc cette capacité à projeter de la puissance de manière aussi spectaculaire, malgré les attentats de Tanzanie et du Kenya sur les ambassades américaines en 98, etc., on ne l'avait pas vu venir. C'est ça qui a été la vraie surprise. La vraie surprise a été le mode d'action, pas la dangerosité de l'organisation, voilà, qui est un danger pour l'Occident, mais aussi pour les populations arabes et musulmanes qui sont les premières victimes. Parce que nous, comme d'habitude, encore une fois, faut toujours faire attention, on relativise. Bien sûr que c'est un danger, il faut se défendre, il n'y a pas de discussion là-dessus. Néanmoins, n'oublions jamais que si nos sociétés sont frappées, et si c'est ce qui est intolérable, les sociétés arabo-musulmanes ont payé, en termes de morts et de blessés, un prix beaucoup plus élevé. Prenez l'Irak, prenez l'Algérie, prenez la Tunisie, tous les pays du monde arabo-musulman, jusqu'à l'Indonésie, ont payé des prix encore plus lourds en termes de morts que nous. C'est-à-dire que les djihadistes ont tué plus de musulmans ou d'arabes qu'ils n'auront jamais tué à ce stade d'occidentaux. Tu vas partir en Afghanistan en 2001, en Irak 2003, 2005. Tu parles quelle langue là-bas? Tu parles français, anglais? Alors, tu apprends l'arabe ou pas? Alors, je comprends, mais l'arabe, je ne parle pas très bien, franchement pas. Je parle un peu le russe, je me débrouille. Sinon, l'anglais, oui, ça marche très bien. Mais en fait, le sujet, c'est pas trop de quelle langue on parle, parce que quand on travaille comme reporter, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. On a toujours avec nous ce qu'on appelle un fixeur. Un fixeur, c'est quelqu'un qu'on a choisi parce que, en fait, c'est notre clé d'entrée dans la société ou le milieu sur lequel on veut travailler. C'est quelqu'un qui, donc, parle la langue, évidemment, et parle aussi la nôtre. C'est forcément un local. C'est forcément quelqu'un de local, et c'est forcément quelqu'un qui connaît les deux cultures, et donc qui a les deux langues. C'est d'ailleurs, on dit souvent un interprète, c'est bien plus que ça. Il faut lui faire confiance. Bah oui, en fait, c'est toujours la même chose. Nous, on a besoin d'avoir accès à certaines parties, mais y compris les gens d'Al-Qaïda. Moi, j'ai interviewé des gens d'Al-Qaïda. Il a bien fallu que j'y ai accès. Donc, il faut quelqu'un qui les connaisse et qui me connaisse. D'accord? Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, cette personne-là connaît les deux mondes, par nature. Ouais, bien sûr. Donc, confiance ou pas confiance, la question ne se pose pas, il faut bien y aller. Voilà. Wow. C'est comme ça que ça marche. Faut pas avoir peur, quand même. Bah, de toute manière, sinon, encore une fois... Tu fais pas ce métier. Faut aller faire autre chose. Les facteurs, faut pas qu'ils aient peur des chiens. C'est rentré. Je reviens au début. Ça marche bien. En 2006, tu as 45 ans à l'époque, et c'est là que tu es blessé grièvement à Gaza. Oui. Tu es où exactement, et qu'est-ce que tu y fais? Est-ce que tu peux resituer Oui, alors, c'est 2006, il faut comprendre, hein, le Hamas
donc le mouvement islamiste palestinien, vient de remporter les élections dans la bande de Gaza. Et donc l'autorité palestinienne qui dirigeait jusqu'à présent la bande de Gaza décide enfin, il y a un conflit qui oppose le groupe islamiste et l'autorité palestinienne. Donc des tirs, enfin, ça s'affronte dans toute la bande de Gaza. Et donc je vais faire c'était un week-end. Je pars en reportage là-bas. Je suis dans le centre de Gaza avec une petite équipe d'autres journalistes. On est sur une position qui est tenue par la garde présidentielle de Mahmoud Abbas, donc de l'autorité palestinienne, et qui est plutôt un endroit assez sûr. Et puis, manque de bol, il y a une contre-attaque du Hamas qui déboule de l'université islamiste qui était un peu plus haut et qui met en place une mitrailleuse qui se met en tir fichant dessus, donc on ne peut plus rester là où on est. Il faut bouger. Voilà, comme j'ai un peu plus d'expérience que ceux d'avant, je passe devant pour essayer de voir si ça... Et puis là, pof, je me fais shooter au moment où je pars. Et je prends une balle dans la cuisse qui me fait une fracture ouverte Instantanément. Ah, mais encore une fois, là, pour le coup, il n'y a que dans les films oui, c'est ça, non, mais qu'on cavale comme des lapins après avoir pris 4 balles, etc. En fait, une cartouche de Kalachnikov. Une 7,62, voilà. Donc au départ, la cartouche est comme ça et la balle est à peu près comme ça. Et elle rentre ici, elle sort là. Donc là, en fait, si vous voyez, j'ai un trou encore comme ça à l'intérieur de la jambe. Ça fait éclater 15 cm d'os. Et honnêtement, le fémur, c'est pas le plus petit, c'est le plus gros os du corps. Ouais, exactement. J'ai une jambe qui part à 45 degrés, j'ai jamais été aussi souple dans ce sens-là, avec une fracture ouverte. Et en fait, quand on se prend la balle, je me retrouve le cul par terre, vraiment, sans comprendre comment je suis arrivé là. C'est-à-dire, on a l'impression d'avoir été balayé par un camion ou voilà, d'avoir en fait, on est projeté vraiment par terre. Et là, quand on est par terre... T'as une douleur instantanée ou... Alors non, sur le coup, d'abord, on est un peu choqué. Surtout que ça continue de tirer dans tous les sens. C'est ce que j'allais dire, t'en prends pas d'autres? T'arrives à te cacher? Ah non, j'arrive à rien du tout. Là, vous êtes par terre, vous êtes en vrac. C'est-à-dire, grosso modo, j'ai une jambe... Donc là, en fait... Lapsus, tu dis j'ai une viande, tellement que ouais, j'ai une viande. En fait, j'ai la jambe complètement de côté. Là, la première chose que je fais, c'est que j'essaie de remuer les doigts de pied pour voir si ça passe encore. Je sens que je remue les doigts de pied. La deuxième chose que je regarde, c'est que je vois que quand même, on n'est pas très loin de l'artère fémorale. Donc là, si tu t'ouvres là, c'est... Et là, alors qu'il y a l'os qui est quand même un peu qui est quand même un peu dans tous ses états. Donc là, il n'y a pas de 50 000 solutions. Il faut tout de suite remettre la jambe d'aplomb parce que sinon, il y a quand même un risque que ça parte vite en sucette. Donc je profite justement de ce moment où on a encore monté en adrénaline très 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 fort pour effectivement ramener, en fait, faire la réduction de fracture en ramenant... Tu le fais tout seul? Ouais, bah oui, il n'y a personne d'autre pour le faire. Les autres qui te suivent? Mais ils ne savent pas le faire. Il n'y a pas des militaires, des médecins? Bah non, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de médecins. Moi, je suis tout seul sur une zone. Alors, il y a mon chauffeur et mon interprète, enfin, mon fixeur, qui sont là, mais eux qui ne savent pas faire. Il y a un copain qui est photographe, Noël Kidu, qui prend des photos, parce que lui aussi ne peut pas faire sous le feu. Il prend des photos de télé? Ah oui, il fait son boulot en même temps, c'est normal. Et qui est un super photographe, qu'on se connaît depuis, on a fait la Tchétchénie ensemble, enfin, on était... Donc il te prend en photo avec la jambe de travers? Ah bah oui, il y a toutes les photos, il les a même mis sur un CD, c'est marrant, parce que, enfin, c'est marrant maintenant. Donc quand je ramène ma jambe, là on douille, là on gueule bien, après je me fais une attelle, en fait, des deux jambes, la jambe blessée sur la jambe valide, et après je me fais mon point de compression pour pouvoir être dégagé. T'avais appris à faire ça? Oui, alors moi, depuis la Bosnie, en 92, on a eu quand même beaucoup de blessés et de morts. On a décidé à plusieurs journalistes. Donc on a une association qui s'appelait l'Association des journalistes de défense. On a été voir les militaires pour voir avec eux s'ils pouvaient nous aider à monter un stage de formation, justement, sur les premiers secours au combat, sur les effets des armes, sur les déplacements sous le feu. Voilà. Et donc ils nous l'ont fait, on fait ce stage
au Centre national d'entraînement commando à Collioure, 2 fois par an, Ok. Et qui permet justement d'apprendre et de renouveler ces gestes de premier secours ensuite. Et ça, c'est vraiment important. Je pense. Que ça soit frais toujours et continuer de les pratiquer. C'est pas au moment où on se prend le choc, qu'on est en vrac et qu'on va réinventer les gestes simples. Donc ça, c'est du drill. C'est plus on a répété et plus c'est automatique. On a dans la tête, on a la fiche, on sait ce qu'il faut faire. Et ça doit être un acte réflexe. Tu te fais un garrot tout seul? Alors là, j'avais pas mon garrot sur moi à l'époque, on n'avait pas encore les tourniquets. Maintenant, on aurait passé un tourniquet. Tourniquet, c'est une sorte de lanière et qui tourne. Alors, en fait, et ça serre. Et ça serre très très fort. Et ensuite, on le bloque. Après, on met l'heure. On met l'endroit, la flèche pour montrer. On met l'heure à laquelle on se l'est mis. Ah oui? Ah bah oui, parce qu'il faut quand même que quand on va le desserrer et ouvrir, il faut que le toubib. Parce qu'en fait, ce qu'on apprend à faire en premier secours sous le feu, c'est en fait, on se conditionne et on met à l'abri, on conditionne. Mais tu marques l'heure où? Sur le front en général. Ah, c'est vrai? Oui. C'est ce qu'on appelle la nine lines. Donc, ce qui fait que quand après on passe et même si on tombe dans les pommes. Ah oui, comme ça, le docteur sait. Le docteur, il sait ce qui se passe. Il sait, il a tous les trucs. Il faut avoir la présence d'esprit derrière. C'est pour ça qu'on ne va pas l'inventer sous le feu, où on a déjà autre chose à foutre. Donc ça doit être automatique. Donc ça, c'est de la répétition. C'est con, mais c'est comme... Enfin, c'est la même chose qu'en entreprise. Hein. Si vous apprenez à faire massage cardiaque... Le défibrillateur. Le défibrillateur, ça doit être automatique. Attends, comment tu t'en sors de la cuisse, là? Tu te fais... Enfin, tu arrives à... tu colles les deux jambes? Après, pour éviter que ça se balade, il faut bien s'appuyer sur quelque chose. Donc, tu t'appuies sur la jambe droite pour la jambe gauche. Voilà, comme je suis touché à la jambe gauche, j'accroche avec un foulard ma jambe gauche à ma jambe droite pour qu'elle soit solidaire et que ça bouge pas trop dans tous les sens. Et comment tu sors de là? Hein. Comment tu sors de... Alors, c'est mon fixeur et mon chauffeur qui arrivent à me tirer à l'abri. Là, on m'amène à l'hôpital Chifa de Gaza, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Où, ils me mettent vaguement un bandeau parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Pendant ce temps, ça négocie pas mal entre Paris et Tel Aviv pour sortir, puisque Gaza était fermé, le checkpoint d'Erez, par où passe, qui est le seul endroit par où on peut rentrer et sortir. Comme il y avait des combats, les Israéliens l'avaient fermé, donc il fallait négocier une sortie, ce qui est fait, mais ça prend un peu de temps, ça prend 8 heures. Et là, à ce moment-là, je suis amené sur l'hôpital de Barzilai à Ashkelon, où j'ai 2 premières opérations, dont la première qui dure 8 heures pour essayer de sauver la jambe, ce qu'ils arrivent à faire. En mettant un clou centromédulaire, ils mettent une barre en titane à l'intérieur de la jambe. Parce tu pouvais peut-être perdre ta jambe à ce niveau-là. Oui. Okay. Et donc après, ils me stabilisent pendant 15 jours. Là, je suis rapatrié sur Paris dans un avion d'Air France. Tu rentres avec un vol? Alors, ils mettent mon brancard à l'arrière sur 3 sièges. Sur 3 sièges. Ouais. Ah, wow. Sur le dessus des 3 sièges. Sous les coffres à bagages. Tu as mal, c'est intéressant parce que tu sais que tu avais pas mal. T'as un mal de chien après. Tu as mal à partir de combien de temps quand tu as. Ça va vite. Non, ça va super vite. Après, tu as mal. Et j'ai eu ma première injection de morphine 8 heures après. J'en pouvais plus. En 8 heures, t'as rien eu? Non, j'ai rien eu et j'avais perdu 3 kilos de sang. Ça fait quand même, là, je commençais à être pas bien du tout. Fatigué, ouais. Limite même plus que fatigué. Tu t'endormais, quoi. Ça a commencé à être chaud patate. Donc, tu perds 3 litres de sang? Non, 3 kilos. C'est 3 poches. Ah oui, ça doit être 1,5 litre. 1,5 litre? Ouais. Okay, merci. Donc, mais ce qui est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. C'est une bouteille. Hein, donc, je commençais pas à pas être très frais. Ouais. Wow. Donc, et attends, pendant 8 heures, tu souffres? Ah ouais, tu douilles comme une... Il n'y a pas le moment où la douleur s'en va, où le cerveau arrive à éponger le truc? Éponger une douleur comme ça, non. Tu prends tout pleine gueule. Tu arrives à Paris, du coup? Alors après, il m'évacue sur l'hôpital, au bout de 15 jours, il m'évacue sur l'hôpital militaire de Percy. À Clamart? À Clamart, voilà. Où là, j'ai 2 nouvelles opérations et surtout, ils me mettent en rééducation parce que il faut que je réapprenne à nager et à marcher. Oh là là. Ouais. Combien de temps? Alors en tout 6 mois, donc 4 mois et demi à plein temps, 7 heures par jour. Waouh. Tu récupères, là tu marches complètement. Oui, alors au début, il me disait si tu reprends 20 degrés, tu pourras faire les escaliers. Puis oui, maintenant, voilà. Donc, oh là là. Mais ça se voit sur ta cuisse, tu as toujours une marque? Ah ouais, il y a un énorme trou là. Mais il faut bourriner et ça fait mal, c'est dur, mais c'est comme ça qu'on récupère. Encore une fois, moi, mon objectif, c'était de repartir en reportage.
Donc, dès le premier jour, je me suis dit, en avant. Et donc, voilà, il n'y a que ça, en fait. Tu étais avec ta femme encore à l'époque? Oui, toujours. Tu as eu la même? Je sais pas. Depuis 1978, c'est la même. Donc, bravo. C'est pas tout neuf. Quand tu arrives avec ta jambe pendant 6 mois, la pauvre. et te dit pas d'arrêter à ce moment-là? Vous n'avez pas une discussion? Non. Il n'y a pas un moment où ça s'explique quand le même? pire, en fait, donc, quand je suis blessé, on devait partir en vacances ensemble, parce que c'était juste avant Noël. Et donc, je l'ai au téléphone pour lui dire, parce qu'on a essayé de la joindre, pour lui dire que j'avais été blessé. Ah, la pauvre, le nombre de coups de fil qu'elle a pris à chaque fois. Ah, elle est solide, heureusement. Putain, ouais, faut être solide, hein. Wow. Ah, mais c'est un rock. Moi, à côté, je suis du marshmallow. Est-ce que quelqu'un l'appelle? Il faut bien la prévenir quand même. Pour lui dire, il s'est pris une balle dans la jambe maintenant. Quel enfer. Alors, elle est quand même venue me rejoindre à l'hôpital en Israël, et après, elle m'a raccompagné, gentiment. Elle était avec toi dans l'avion à ce moment-là? Ouais, c'était cool. Mais elle te demande pas d'arrêter, du coup, tu dis? Non, en même temps, non. Mais je pense qu'elle me respecte, elle respecte mon métier, comme je la respecte et je respecte le sien. Je l'aime pour ce qu'elle est, je voudrais pas qu'elle change. Elle fait quoi, comme métier? Je pense que, voilà. Rien à voir avec toi? Elle est pas rien à voir avec moi. D'accord, ok. Elle comprend, oui, que tu dois avoir, que c'est ta vie, quoi, finalement. C'est ma vie, voilà, exactement. Donc, non, mais t'es d'accord que c'est... Ouais, mais c'est un couple. C'est rare. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je veux dire, c'est la même chose que le reste. Parce que tu repars directement. 6 mois après. Oui, je repars en Afghanistan. C'est fou. Là, tu arrêtes Libération? Oui, alors il se trouve que juste avant de me faire blesser, je quittais Libération pour rejoindre Europe 1. Et Europe 1 a eu la gentillesse d'attendre, de me garder mon poste tant que je sois. Donc ils m'ont pas vu arriver avant 6 mois. Ah oui, ils t'embauchent blessé. Ah bah oui. Et en plus, en France, évidemment, je suis accidenté du travail, ça s'appelle. Oui. Et donc, pendant un accident du travail, tu peux pas être licencié, donc je peux pas partir. Ah waouh. Il fallait que j'attende, donc je reste à Libé. Ouais, enfin après, c'est des... mais on a quand même de la chance avec un système, pareil. Protecteur. Mais énormément. Moi, tout ça, en fait, c'est la Sécu qui prend en charge. Quand tu prends une... Eh oui, alors j'aurais été aux États-Unis et tout, c'était de l'assurance privée. Voilà, on est quand même... On se rend pas compte. C'est vrai. Voilà, et je récupère toute ma gambette et toutes mes capacités de travailler. Il peut courir dans les et ça champs. me coûte pas un fifrelin à la sortie. Donc non, je veux dire, voilà, moi je veux bien qu'on gueule tout le temps, mais il y a un moment, il faut aussi se dire, attention, voilà ce qu'on a. Ouais, c'est vrai. Voilà. Oui, donc ça te coûte absolument rien. Ta cuisse, tous les 6 mois de rééducation sont pris en charge. Tu arrives à Europe 1 6 mois plus tard et tu dis tu es renvoyé directement. C'est toi qui décides de repartir, ils te demandent, j'imagine. Évidemment, comme toujours. En même temps, je suis embauché pour ça, donc je vais pas mais leur tu dire... pourrais rester à Paris ou faire... ils ont embauché un grand reporter de guerre. Les mecs, je veux bien rester à Paris, mais là, ils vont commencer à couiner quand même. Il y a peut-être un peu... c'est quand même pas très logique. Donc, là, tu pars où? Au Mali, Irak, j'avais noté. Ouais. Syrie, après. Oui. Afghanistan au départ. Et c'est en Syrie, donc c'est là que tu te fais enlever. Le 6 juin 2013. Donc, voilà. Tu pars en Turquie le 4 juin, donc c'est 2 jours après. Là, tu pars pourquoi en Syrie? Qu'est-ce que tu vas vouloir montrer? En fait, c'est le juin 2013, il faut se rappeler, c'est le moment où Bachar el-Assad, son régime, utilise des gaz chimiques contre sa population. Donc c'est un sujet quand même extrêmement... Il y a 10 ans, il y avait effectivement... Ça en parlait beaucoup. Donc c'est un sujet très fort. On sait que le risque que je prends est énorme, parce que la situation est très mauvaise. Mais voilà, on en discute avec mon rédacteur en chef et mon directeur de la rédaction, et on se dit, on sent que ça pue le pâté, quand même, honnêtement. Oui, avec un peu de recul, tu te dis, là, il y avait... Non, mais on le sentait déjà. Je voyais, mon fixeur n'était pas chaud, il était sous pression. On n'avait pas encore vu l'État islamique, puisqu'en fait, à l'époque, l'État islamique était caché dans la structure locale d'Al-Qaïda, qui s'appelle Jabhat al-Nusra. Et au moment où je pars, c'est là qu'il y a cette scission à l'intérieur d'Al-Qaïda et où l'État islamique se crée. Donc on sent bien que ça se tend, mais on n'a pas encore totalement les infos sur ce qui se passe. Et bon, on se dit finalement, vu l'importance du risque, j'y vais, mais pas pour longtemps. Je vais juste recueillir quelques témoignages et je ressors. C'est quoi pas longtemps pour toi? Tu pars en Syrie combien de temps? Je pensais y aller, je sais pas moi, 1 semaine ou 2, pas plus, quoi, ou quelques jours. Enfin, aller récupérer les témoignages et partir, ce qui n'était pas non plus... Et en fait, je me fais choper dès que je vais passer la frontière. Donc, Mais t'es avec ton fixeur à ce moment-là? Comment ça se passe? Alors oui, c'est mon fixeur qui vient me chercher. Alors, le moment de l'enlèvement est toujours un moment délicat, parce que c'est un moment qui est
d'un point de vue sécurité, compliqué pour les gens qui t'enlèvent. Parce que, voilà. Alors là, ce qui se passe, c'est que les gars savent que je vais venir, parce qu'en fait, il se trouve que mon fixeur, qui est un très bon fixeur et qui m'avait sauvé la vie à plusieurs reprises par son courage dans les mois précédents. Parce que Oui, il était fiable. Il est fiable. Il faisait son... Enfin, c'est quelqu'un en qui j'avais confiance pour ce dont j'avais besoin. Oui, oui, oui. Il fait partie d'une grande famille sur la frontière entre la Turquie et la Syrie. Il est très connecté, etc., etc. Donc tout ça sont des avantages. Après, il est lui-même soumis à la pression de cette nouvelle organisation ultra-violente qui apparaît, et parce qu'il a une femme, il a des enfants, il a sa famille, et sur qui pèse la menace. Et quand finalement, à la sortie, le choix c'est entre menacer sa famille et moi, bon bah voilà. Donc, Mais il savait que tu allais être enlevé, là? on peut le penser. Ah oui. En tout cas, quand on arrive, les gars nous suivent. On a une voiture derrière, une voiture qui nous attend sur la route devant. T'es avec qui, là? Toi? Moi, j'étais avec Edouard Elias, qui est L'autre journaliste photographe, qui voilà, a été enlevé. qui a été formidable dans cette affaire. Et donc, on arrive sur un petit village qui s'appelle Maria, en descendant sur Alep. En plus, c'est un coin où je connaissais bien le commandant de cette zone, donc je n'avais pas vraiment d'inquiétude à cet endroit-là. Là, il y a une 4x4 qui coupe la route avec 5 mecs armés avec des calaches à bord, un qui reste au volant. Et derrière, il y a une voiture et une camionnette qui bloquent notre camionnette, qui, pareil, l'empêche de bouger, qui se mettent en position autour de notre camionnette, qui s'adresse au chauffeur, qui est mon fixeur, et qui lui dit où sont les Français. Bon, c'est là que je pense qu'il devait à peu près savoir de quoi il s'agissait. Et là, il vous... Et alors, comme toujours, ils vous disent, il n'y a pas de problème, on va régler. Il y a un petit truc qu'on veut vérifier, mais ça va bien se passer. Je dis, ouais, c'est bon. Ah, ils te disent... Oui, toujours, parce qu'ils veulent essayer de... Voilà. Et nous, pareil, on calme le jeu, parce que les mecs sont un peu nerveux, etc. Ils ressemblent à quoi? Ils sont cagoulés, Oui, c'est des faux flics? Non, non, même ils sont pas, en fausse voiture, non? Enfin, dans ce cas-là, tout le monde est armé. C'est en pleine guerre. C'est le nord d'Alep. En fait, il n'y a pas de sujet de police, etc. Ça n'existe plus. Non, mais ils sont pas. Est-ce qu'ils sont cagoulés? Est-ce qu'il y a le drapeau noir? Ils sont tous cagoulés. Non, ils n'ont pas les drapeaux noirs parce que justement, ils veulent pas trop que ça se voit. Tant qu'ils m'ont pas chopé et mis dans un endroit dont ils ont le contrôle complet, c'est pour ça que c'est toujours la prise d'otage. Le moment de la capture est toujours un moment compliqué. Donc ensuite, là tout de suite, ils vous enlèvent vos pompes, ils vous enlèvent votre ceinture, ils enlèvent les lunettes et ils vous menottent. Ah, ils t'enlèvent les chaussures pour pas que tu cours? Bah oui. Waouh, Voilà. ok. Et là, ils prennent nos téléphones, évidemment. Ils font partir notre chauffeur et nous, ils nous emmènent. Alors là, c'est la phase, toujours aussi la phase compliquée, c'est les 3-4 premiers jours où, grosso modo, ils vous apprennent c'est qui Raoul. C'est un peu dur, ils vous montrent qui c'est, voilà. Ah, attends, juste pour comprendre, quand ils te prennent, ils te mettent quelque chose sur les yeux pour pas que tu vois où oui, tu es? Ils nous mettent des bandeaux sur les yeux. Donc là, tu t'entends, mais tu vois plus On entend tout, mais on voit plus ce qui se passe. Voilà. Et tu roules plusieurs jours? Non, là, c'est quelques heures, c'est rien du tout. En fait, ils vont pas si loin que ça. Mais c'est quand même très long, des heures où tu sais pas où tu vas. Enfin, après, de toute manière, ça va durer... pour être long, ça va être long. Ouais. Toi, tu comprends que t'es enlevé? Ah oui, ça sans aucun... Tu sais qui t'enlève à ce moment-là? Non, je ne sais pas qui enlève. Je ne sais pas si c'est le régime, si c'est un groupe, si c'est on ne sait pas à ce moment-là. Et eux, d'ailleurs, pendant les premiers jours, laissent planer le doute pour essayer, voilà, ils ne disent rien, ils ne parlent pas. En fait, pendant 4 jours, enfin 3 jours et demi exactement, on est menotté, main dans le dos, un radiateur séparé dans une pièce. Moi, ils mettent du gaz lacrymogène sur le bandeau que j'ai sur les yeux. Donc on ne peut pas se gratter. Ah là, quel enfer. Et on est... C'est de la torture, clairement. Et oui, et on est frappé, alors, toutes les... entre 10 minutes, un quart d'heure, après une demi-heure, 1 heure, 10 minutes, de manière régulière, voilà. Et interdiction de dormir. Ils nous appellent régulièrement ou ils viennent nous frapper. Et mais tu es où physiquement? Enfin, ça ressemble à quoi? C'est un sous-sol? Ça ressemble à rien du tout parce que on sent qu'on rentre dans un espèce de grand hangar parce qu'on entend que ça résonne. On monte des escaliers en béton parce que je les sens sous les pieds et c'est rugueux et c'est pas fini. On tourne, mais parce qu'on voit pas. Hein. Ah oui, ils t'enlèvent jamais le bandeau? Non.
Donc, Même quand ils t'interrogent? Ah non, ils s'en foutent. Là, il n'y a pas d'interrogatoire. Là, c'est juste attendrir la viande. Donc là, ils te frappent, mais il n'y a pas de discussion. On entend les mecs se faire torturer à côté, on entend des bruits de chaînes de gars suspendus. En fait, là, la mémoire, elle est uniquement auditive et sensorielle. Donc on monte cet escalier, on tourne, on retourne. Là, c'est là qu'Edouard est enchaîné à un premier radiateur. Moi, je vais dans une pièce qui donne visiblement plus sur le hangar en bas, où j'entends les trucs. Et moi, je suis le long de le long du mur, enchaîné à un autre radiateur. Et là, on n'a ni à manger, ni à boire pendant 3 jours et demi. Et là, le problème, c'est qu'en fait, 3 jours et demi sans boire... Ben, je croyais même que tu mourrais à 3 jours. Non, pour moi, c'était un peu la limite. 3 jours et demi, ça commence à être chaud sur les risques sur les reins, et sur le reste, et surtout, on commence à partir en vrille, à halluciner, etc. Ça, c'est un peu emmerdant. Parce qu'on se demande... Alors après, les coups, c'est marrant, les coups. Enfin, c'est marrant. C'est intéressant, en tout cas, parce que quand un gars veut à la torture, on ramasse. Là, c'était dur, c'était violent, mais clairement, les premiers coups m'apprennent qu'en fait, ils n'ont pas décidé de me péter. De te tuer, tu veux dire? Ouais. Parce que ils sont forts, ils sont durs, mais ils sont encaissables. Ça pourrait être bien pire. Oui. Et donc, ils prennent pas de couteau, ils prennent des bâtons, des conneries, mais... Tu vois que c'est pas vital, qu'ils essayent pas. Il n'y a rien de vital, voilà. Il y a juste un moment où ils font pas gaffe, parce que comme j'ai les yeux, je me prends un coup de saton, un fouetté dans l'œil, mais rien, honnêtement, qui puisse être... voilà, donc c'est dur, mais je me dis, tiens, il y a un espace. C'est quoi un coup de saton? Un coup de pompe, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Ah, ouais. Il te shoot dans le visage. Oui. Donc en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que... Alors, en fait, ça m'apprend que finalement, on a un peu de valeur et que ça va être dur, mais qu'on a peut-être un espace. Voilà, c'est le seul truc. Ça te donne un peu d'espoir, quelque part. Ça donne une indication, en tout cas. Tu peux parler à l'autre journaliste avec qui tu étais? Alors, à un moment, oui, je le fais. C'est après, on s'en reprend plein la gueule parce qu'ils veulent pas qu'on se parle, et je le fais. Et il est à côté de toi, enchaîné, tu dis? Non, il est à, disons, 5-6 mètres. Toi, tu avais plus de bouteilles, plus d'habitude. Oui. Lui, comment il réagit au début? Est-ce que c'est toi qui le rassure? Il faudrait lui demander, mais il a été formidable. Il a vraiment été incroyable. Il avait 23 ans. Ouais. Bah oui. Il a réagi avec une force de caractère. Vraiment, mais pendant les 10 mois et demi, hein, honnêtement, j'aurais pas réussi à tenir ces 10 mois et demi de détention. On était vraiment en binôme. Après, on était menottés tout le temps ensemble, etc. Mais on a été... vraiment, il a été incroyable. En protection, en solidarité, en droiture. C'est important d'avoir quelqu'un avec qui pouvoir tenir comme ça. C'est Edouard, c'est ça? Edouard, ouais. Là, ça dure 4 jours. Tu dis attendre la viande, ils vous font mal exprès. Qu'est-ce qui se passe après? Alors là, au bout du 3e jour et demi, ils nous amènent un demi-morceau de pain et un triangle de fromage type vache qui rit, là. Et je mets quasiment une demi-heure à le bouffer, tellement j'ai la bouche pâteuse et tout. Pour la première fois, ils nous emmènent pisser aux toilettes. Là, je marche sur des corps qui étaient devant les toilettes. Des gens décédés, pas des gens qui... Non, pas décédés, des mecs qui se faisaient oui. torturer, qui étaient par terre. Voilà, parce que je les entends gémir quand on leur marche dessus. Et moi, je vois toujours rien, j'ai toujours mon bandeau sur la gueule. Et là, on entend une grosse agitation, donc un chef vient nous récupérer. Ils nous font monter à l'arrière d'un 4x4. Et il y a une 3e personne qui est mise avec nous. Et on découvrira plus tard que c'est un autre otage qui, lui, a été très, très, très sévèrement torturé, qui est un Danois. Et il nous amène dans ce qu'on découvrira plus tard être le centre de détention de Daesh à Alep, qui est l'hôpital pédiatrique du centre-ville. Voilà. Là, ils nous descendent dans les sous-sols, et en fait, dans les sous-sols de l'hôpital, il y a toute une prison et un centre d'interrogatoire et de torture. Pourquoi ils se mettent dans les hôpitaux pédiatriques? Pour ne pas se faire descendre. Par des bombes et des drones? Ils se protègent toujours dans les hôpitaux, dans les écoles, toujours. Donc, voilà. C'est intéressant, ça. Ça explique plein de trucs. C'est pas des enfants de cœur. C'est pas que les choses soient claires. Donc voilà. Donc toi, t'es là, mais tu sais pas où t'es?
Ils t'enlèvent le bandeau à un moment donné, tu peux voir quelque chose. Alors là, à partir de combien c'est de là temps qu'ils nous enlèvent les bandeaux. Ouais. Après 4 jours, dans le noir. Mm. Mais tu dois être complètement déboussolé. Bon, déjà, encore une fois... Parce que tu as l'air solide quand tu parles et que tu racontes, mais il y a quand même le moment où tu dois être sonné, En non? fait, une fois que tu sais que t'es chopé, tu te mets... le seul moyen de s'en sortir, c'est de passer... Mais dans la seconde qui suit, il faut passer en mode survie. Ça sert à rien de se lamenter pendant des heures. Rien, t'es chopé, t'es chopé. Tu perds ta liberté. Tu perds... tu es entre les mains de gens qui, en fait, peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent te flinguer en 2 minutes 50 ou pas te flinguer, c'est eux qui décident. C'est eux qui sont responsables de tout. C'est-à-dire, ils peuvent te torturer, pas te torturer, te nourrir, pas te nourrir, te donner de l'eau, pas te donner de l'eau. Voilà. En fait, tu passes, c'est la 3e dimension, hein, tu passes dans la 4e. Voilà, donc c'est, comme disait, il y avait un des geôliers qui disait, vous êtes passé de l'autre côté de la Matrix. Parce que tous nos geôliers étaient les terroristes qui ont fait les attentats de Paris et ceux de Bruxelles. D'accord. Que les choses soient claires. Donc il y a quand même beaucoup de Français dans le tas, des Belges, des Anglais, beaucoup de djihadistes. Il y avait Mehdi Nemmouche, j'ai vu. Voilà, celui qui a fait l'attentat du musée juif de Bruxelles. Exactement. Et celui qui s'est fait exploser dans l'aéroport de Bruxelles. Abou Idriss, voilà, oui. Ça, c'est tes geôliers? Oui, ce sont nos geôliers. Donc, vous voyez bien, ils parlent français. Hein. Alors, je vais me permettre de te demander quelque chose. C'est très intéressant, l'émission, et je me rends compte qu'on est vraiment à déjà une émission très longue. Je suis bavard, en fait. Mais c'est très intéressant. Et c'est plutôt cool. Est-ce que tu es d'accord qu'on continue cette histoire qui est très intéressante dans une autre émission? C'est-à-dire qu'on va couper en deux, on va continuer l'émission aujourd'hui, on va la diffuser en 2 extraits, pas que ça soit trop long. Est-ce que tu es d'accord pour ça? C'est ça, Didier François, le retour. Bon, rendez-vous pour la partie 2 avec Didier François dans une prochaine interview, juste après, du coup. Gros bisous à vous tous. On se retrouve pour la partie 2 avec Didier François. Dans la 2e partie de l'émission, Didier François va nous raconter ses conditions de détention, la torture physique et psychologique qu'il a subie, comment il a tenu le coup et les négociations qui lui ont permis de revenir en vie. Quand tu dis t'es torturé, c'est donc le bandeau, et tu dis sur les doigts, qu'est-ce qu'ils te font? Alors sur les doigts, par exemple, c'était avec des tenailles sur les ongles, des coups de bâton Arracher sur la tête. Ouais. Non, pas arrachés. Ils s'amusaient à appuyer avec la tenaille, voilà, en appuyant et en faisant croire qu'ils allaient couper. Ils l'ont jamais fait. Ils ont juste fait tomber les ongles, tous les ongles. Mais ils n'ont jamais coupé une phalange. Rendez-vous sur la chaîne de Légende pour voir la 2e partie de l'émission.